Bonjour, je suis Miguel, l'auteur du jeu Tetrarchia. Et dans cette vidéo, je voulais vous raconter un peu comment je suis passé de m'intéresser à la période historique de la tétrarchie de Dioclétien, que vous voyez ici, avec les autres tétrarques avec lesquels il a partagé le pouvoir. Et ici, dans la statue de la place San Marco à Venise, comment je suis passé de ces personnages historiques à des pions d'un jeu de plateau. Et en général, j'espère que ça vous servira aussi pour voir comment on peut arriver à jouer avec l'histoire. D'abord, il faut une idée. Alors, moi, les idées, ça m'arrive tout le temps quand je lis sur quelque chose qui m'intéresse. Mais il faut que l'idée retrouve une mécanique pour faire un jeu intéressant. Alors l'idée c'était, j'étais en train de lire sur l'histoire de Rome, c'est un livre très générique sur l'histoire de Rome, c'est un livre espagnol. Et après quand je suis arrivé à la période à la fin du 3e siècle, où l'empereur Dioclétien a partagé les pouvoirs avec trois autres collègues, et là j'ai lu ce livre-là en anglais beaucoup plus détaillé sur la période. Et j'ai trouvé fascinant comment ces quatre empereurs, volontairement, ont coopéré pour s'attaquer aux menaces qui à l'époque étaient difficilement prédicibles, des révoltes internes et des invasions externes. Et à l'époque, j'ai joué pas mal au jeu Flashpoint, c'est un incendie où une équipe de pompiers doit l'éteindre. Et aussi avec la menace du feu qu'on ne peut pas prédire. Et dans ces jeux, pour ceux qui ne les connaissent pas, on tire au hasard, ça c'est la maison. Il y a une grille, là vous voyez des 1 jusqu'à 8 et des 1 jusqu'à 6. Alors vous jetez les 2 dés et ça fait arriver aléatoirement une menace. D'abord de la fumée, s'il y a de la fumée, ça fait du feu, s'il y a du feu, il y a une explosion. Et les joueurs doivent coopérer. Ils ne savent pas où ça va de moins bien, mais ils doivent prévoir pour être à l'abri des pires des résultats. Et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de similaire dans la période du 3e siècle. Il y aurait 2 dés dans l'Empire romain, il y aurait de l'agitation, après ça passerait à la révolte et après ça pourrait générer des soulèvements. Et voilà, c'était ça l'idée. Il me fallait des coordonnées dans une maison carrée ou rectangulaire, c'est facile. Dans une carte de l'Empire romain, c'est moins évident, mais je me suis dit pourquoi pas. Trouvons six, deux différentes coordonnées avec six valeurs et je me suis mis à tracer dans un brouillon un morceau de papier. Alors vous voyez qu'il ne faut pas grand chose pour commencer un jeu. Ça c'était mon premier schéma. Et du coup je me suis dit, si on fait six régions autour de l'Italie et dans chaque région on fait six provinces, ça nous fera les deux coordonnées que les jeux nécessitent. Après je suis allé un peu plus loin. Du coup, voilà, je me suis dit, voilà, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique. Mais bon, il fallait trouver six provinces dans chaque région. Les Danubes ici, il ne laisse pas beaucoup de place pour les deux régions dont j'avais besoin pour en avoir six. Et après, j'ai pris une carte déjà réelle et commencé à chercher quelles seraient les provinces à l'intérieur de chaque région. C'était pas facile non plus. Alors, c'était le premier test. Et pour vous montrer comment mon point de départ, ça c'est des cartes réelles de l'Empire romain à l'époque de Dioclétien. Alors il y avait, c'était des diocèses, les régions à l'époque. Là vous voyez, il y en avait 12. Ici il y avait la Bretagne et les deux parties de la Gaule,
l'Espagne, etc. Et le problème, c'est qu'il faut faire un jeu. Alors déjà, la Bretagne est un peu trop excentrée pour faire un plateau qui soit uniforme. Ici, ça arrive un peu loin en Asie. Et surtout, il y en avait 12. Et moi, j'ai cherché 6 régions autour de l'Italie. Et là, vous voyez la même chose, mais avec sur une carte plus schématique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il faut faire des compromis pour faire un jeu. Alors, du coup, comme j'ai dit, j'ai coupé la Bretagne. Je me suis dit, allez, en dehors de l'Empire. L'Espagne, ça allait, comme diocèse. La diocèse d'Espagne, ça me convenait pour une région. Pour la Gaule, c'était clair aussi qu'il fallait en faire une. Pour l'Asie, euh, il y avait trois diocèses et la diocèse d'Orient était trop grande. Alors, si je la coupais là, en Arabie, et je la mettais ensemble avec ces deux-là, ça me faisait une région. Du coup, la vraie région, la vraie diocèse de l'Afrique, avec ces morceaux-là, ça faisait une région africaine. Et il me manquait deux régions ici. Alors, pour la Thrace et à moi ici, c'était clair. Comme je pouvais faire une région que je pouvais appeler Grèce, par exemple. Et après l'Italie, la diocèse d'Italie arrivait à la frontière de l'Empire. Mais ça ne me convenait pas parce que moi, je voulais que l'Italie soit à l'intérieur de l'Empire. Et en même temps, la Pannonie était petite. Alors j'ai coupé cette partie-là de l'Italie, je l'ai donné à la Pannonie et j'ai créé la région de Illyricum. Et comme ça, vous voyez, j'avais mon objectif. J'ai mes 6 coordonnées région. Maintenant, dans chaque région, il me faut les 6 coordonnées province. Pour les provinces, c'était du travail aussi, parce que Dioclétien, justement, il voulait éviter des gouverneurs trop puissants. Et du coup, il avait découpé l'Empire en une centaine de provinces. Et moi, il me fallait, j'avais 6 régions autour de l'Italie, qui était une autre région, 7 x 6, 42. Il me fallait 42 provinces. Du coup, j'ai commencé à faire les tris, j'ai pris les plus connues ou celles qui géographiquement m'arrangeaient le plus. J'ai un peu triché avec certains noms. Et voilà, j'avais déjà le contexte, j'avais l'idée du jeu, j'avais les cadres. Maintenant, il fallait que je commence à tracer ma carte à moi. Et ici, vous voyez, c'est assez. J'ai pas des outils d'artiste, alors du coup, c'était assez rudimentaire. J'ai fait un peu comme dans les cahiers des enfants où il faut relier des points. Alors, vous voyez ici, pour la Bretagne, les points qu'il fallait relier. Et du coup, j'ai mis ces points-là dans un logiciel qui trace des lignes et des lecteurs. Et c'est comme ça que j'ai fait cette carte-là à l'ordinateur. Et vous voyez ici déjà des choix que j'ai dû faire. Et je vous montre ici avec des flèches. D'abord, bon, la Bretagne, je l'ai mis dehors. J'ai coupé l'Empire là parce que sinon ça me faisait un plateau qui n'était pas très homogène. Et surtout, si vous comparez ça avec une carte réelle, j'ai poussé le Danube vers le nord et vers l'est. Et comme ça, j'ai me libéré la place ici pour les 12 provinces dont j'avais besoin. Aussi, la Méditerranée était beaucoup plus large ici, mais les jeux se passent sur terre. Alors du coup, j'ai poussé cette partie de l'Afrique pour gagner de la place. La Turquie était trop longue, alors je l'ai raccourci. Voilà, ça c'est des compromis que j'ai fait. Et avec ça, j'avais mon plateau. Maintenant pour les provinces, je vous ai dit, il faut les trouver, mais aussi comment les mettre sur le plateau. Dans les jeux de guerre, il y a deux catégories principales où les espaces, c'est des zones ou des points. Et voici un jeu. Quand j'allais mettre mon jeu sur la base de données américaine, Board Game Geek, j'ai vu qu'il y avait un jeu dans la base de données. C'était la Tetrarchie du magazine Jeux Stratégie, un jeu français, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les miens parce que ici c'était un jeu compétitif pour 6 joueurs. Et après, voilà, c'est les thèmes
est le même, le point de départ thématique, mais après l'implémentation du jeu est très différente. Mais c'est utile pour voir des choix qui ne sont pas les miens. Là, par exemple, ils ont joué la carte historique complètement. Et du coup, ils ont mis la Bretagne. Il y a beaucoup de zones du plateau qui ne sont pas utilisées. C'est des choses que j'aime pas dans mon jeu. Je préfère que les jeux se jouent au maximum, profitent au maximum du plateau. Il y a beaucoup de zones maritimes aussi non utilisées. Il y a beaucoup de tables. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout dans mes jeux. Alors, vous verrez plus tard. Et vous voyez que dans ces jeux, ils ont fait le choix des zones pour les provinces. Alors, les zones, dans des jeux type Risk, où il y a beaucoup de pièces dans chaque espace, c'est bien d'avoir de la place. C'était pas le cas dans mon jeu, alors du coup, j'avais pas besoin de ça. Et après, il y a des provinces qui sont plus grandes que d'autres. Au niveau des mouvements, c'est pas évident. Et placement des pièces. Aussi, c'est pas facile parfois de voir tout de suite est-ce qu'on peut aller d'une province à l'autre. Est-ce qu'il y a un bouc qui les connecte ou pas. C'est beaucoup plus difficile visuellement. Et voici mon choix à moi, un peu schématique. Dans mon choix, les provinces, c'est des points. Et ces points-là, ils sont reliés ou pas. Par exemple, ici, pour savoir si on peut aller de la Lusitanie à Tarraconense 6, c'est pas évident au premier coup, mais là c'est très clair. Là on a un lien, alors c'est bon. Et j'ai listé ici un peu, voilà, c'est des espaces homogènes. Les lignes qui nous disent si on peut aller d'une province à l'autre sont claires. Aussi, si entre deux provinces il y a un terrain difficile, comme une montagne ou une rivière, dans les zones il faut tracer cet accident géographique sur toute la frontière, sinon c'est pas clair. Ici, il suffit de mettre un symbole sur les liens. Et aussi, les frontières sont bien définies. Là, vous voyez, certaines frontières sont très diffuses. Là, comme c'est des points, la frontière de la région 2 est là, la frontière de la région 3 est là, etc. Et avec ça, je pense que j'avais tous les ingrédients qu'il fallait pour commencer à fabriquer les jeux et à jouer, à faire des tests. Mais les jeux en soi étaient, si on limitait les jeux comme les jeux de pompiers, c'était un peu mou pour mon goût. C'est-à-dire, il y avait des agitations qui arrivaient, ici un disque gris. Après ça devenait des révoltes qui pouvaient se propager vers d'autres agitations. Si on avait un résultat de dés qui correspondait à une révolte, il y avait un soulèvement. Il fallait mettre nos disques à nous. Ici, c'est un exemple où l'empereur rouge il met son disque sur la frontière de l'Espagne. Ça, c'est l'objectif du jeu. Mais voilà, c'était un jeu de placer et enlever des disques. Et moi, je voulais aussi refléter la menace des invasions barbares. Du coup, je me suis dit, j'ai déjà 2 dés qui me donnent les coordonnées de chaque province. Pourquoi pas les utiliser, ces coordonnées, pour faire avancer des armées? Et du coup, je me suis dit, dans chaque région, j'ai 6 provinces et les chiffres de 1 à 6 pour identifier la province. Là, par exemple, la Lusitanie, c'est la région 1, la province 3, mais ça aurait pu être la 5 ou la 6. Alors, pour les coordonnées, c'est pas grave. Mais je me suis dit, si j'ordonne les chiffres des provinces, ça me donne un parcours. Dans la Gaule, par exemple, vous voyez, l'armée vient de la Bretagne, elle arrive en Belgique, 1, et après, si je les mets comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait un schéma pour l'armée bretonne qui va dévaster toute la Gaule. Alors, avec ça, j'avais deux effets avec les mêmes éléments du jeu. Ça ne me coûtait rien de les ordonner et j'avais comme ça. Alors, dans un premier, dans une première version, euh, il fallait suivre les chiffres. Après, les joueurs m'ont dit pourquoi tu n'ajoutes pas de flèches. Alors, j'ai ajouté des petites flèches.
qui disent où il faut aller. Et une fois qu'on arrive à la sixième, on va vers Rome. Et ici, vous avez une image beaucoup plus claire où vous voyez chaque armée qui arrive dans la frontière d'une région, quel est le parcours qu'elle va suivre jusqu'à Rome. Alors avec un mécanisme ou une idée très simple, vous voyez que les parcours sont assez compliqués parfois et ça enrichit au niveau de la stratégie le jeu. Après, je vous ai dit que les liens sont pratiques pour montrer si un terrain est facile ou difficile pour aller d'une province à l'autre. Et la question c'était comment refléter ça sur le plateau. Dans un premier temps, je m'étais dit, les empereurs, mon idée c'était que les empereurs dans un lien simple vont dépenser un point, dans un lien difficile vont dépenser 2 points. Alors pourquoi pas mettre un cercle entre les deux, ça fait un et 2. Mais je ne voulais pas que, qu'on pense qu'on pouvait rester dans cet espace intermédiaire. Et en même temps, les barbares, ils vont avancer automatiquement quand le lien est normal, mais quand le lien est difficile, soit ils s'avancent, soit ils s'avancent pas. Et du coup, ça, c'était pas bon non plus. Je m'étais dit aussi pourquoi pas mettre un trait double, mais c'est pas clair non plus le fait que les barbares parfois ils passent pas. Et aussi quand esthétiquement les liens courts se voient moins que les liens longs. Et finalement, je me suis dit, bon, on fait un lien brisé. Alors, on l'interrompt au milieu, c'est plus difficile pour les empereurs et pour les barbares, parfois ça passe pas. Et avec ça, j'ai tracé les premiers prototypes avec des pièces du jeu Hélas. Ceux qui connaissent doivent les reconnaître ici. Ici, vous avez un barbare qui avance de la Perse et qui va attaquer Galère. Et voici une image vue d'en haut. Voilà, c'était les 2D que j'utilisais au départ avec des pièces que j'avais bricolées. Vous voyez que les provinces ne sont pas là où elles sont dans les jeux actuels, surtout dans la Gaule et l'Espagne. Mais ces premiers tests, ça c'était au mois de juin 2015, un mois après avoir commencé à penser au jeu, c'était très rapide. Et vous voyez ici un zoom sur Rome pour voir aussi comment les pièces sont utilisées pour les empereurs et pour les barbares. Les pièces du jeu, hélas. Et plus tard, j'ai acheté des pièces du jeu La Conquête de l'Empire, qui est un peu plus belle. Pour les empereurs, vous voyez ici Dioclétien, Galère et un barbare qui arrive à Rome. Et comme curiosité, ça c'est un morceau des premiers manuels. Alors les manuels, les livrets de règles, c'est quelque chose que j'ai fait toujours dès le départ, parce que ça me sert de cahier des notes pour les jeux. Et vous voyez ici que, par exemple, à l'époque, il y avait plus de disques noirs que de disques gris. Mais bon, finalement, par la question de facilité des jeux, j'ai mis 21 disques pour les deux. 21, c'est pas un nombre arbitraire, c'est la moitié des provinces. Il y en a 42. Si vous avez besoin de 21, c'est plus de la moitié. Si vous avez besoin d'un 22e disque, ça veut dire que plus de la moitié de l'Empire est en révolte et le jeu se termine. Et avec ça, vous voyez ici que l'armée barbare allait attaquer Galère. Comment gérer les combats? Encore une fois, j'avais ces 2D a priori pour les coordonnées. Ça, c'était l'origine du jeu. Un dé était romain et un dé barbare. Pourquoi pas les utiliser pour les combats? On lance les dés, on jette les dés. Celui qui a les résultats les plus grands gagne. Mais ça, c'est un peu bête. Et je voulais ajouter un peu de stratégie. Je me suis dit, euh, les Romains ont des disques, c'est des garnisons militaires. Et les barbares, quand ils avancent, ils sèment des révoltes. Alors pourquoi pas utiliser ça?
comme modificateur. Ça veut dire les Romains, il va ajouter les disques connectés à lui. Dans ce cas-là, Maximien, l'empereur bleu, il a sa capitale en disque ici et Rome qui compte pour les 4. Ça fait plus 3. Les barbares, il a 7 disques dans l'Espagne et Narbonensis. Alors les barbares, ils rajouteraient 7. C'est pas très équilibré comme combat. Et après, je me suis dit, si un autre empereur participe au combat, il est connecté aussi à l'armée, il pourrait multiplier le résultat par fois 2. Et bien sûr, si un autre barbare était là, connecté à l'attaquant, il pourrait multiplier le résultat barbare fois 2. Alors le tout, c'est d'éviter d'être entouré par des barbares et essayer d'entourer les barbares qu'on attaque. Et voilà, et avec ça, c'est une formule très simple. Il n'y a pas de table à consulter. Et ça, c'est le même exemple, mais dans les derniers manuels de l'édition de Draco Ideas. Et j'ai finalement réussi à faire un système avec des maths très simples. Il faut ajouter des petits chiffres et multiplier fois 2 ou pas. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de cartes. J'aime pas les cartes parce que je trouve que c'est un composant de jeu fragile. Mais bon, ça c'est un truc personnel. Alors j'essaye de faire des jeux qui n'ont pas de table ni cartes. Et du coup, tout se passe sur le plateau. On jette les dés, on regarde s'il y a des disques sur le plateau, on regarde s'il y a des personnages qui vont appuyer l'attaque sur le plateau aussi, et on a le résultat direct. Et en même temps, avec ça, j'ai donné une utilisation double aux garnisons. Parce qu'il faut les placer pour protéger les provinces et protéger les frontières, qui est l'objectif du jeu. Mais en même temps, elles nous servent pour les combats. Alors il faut penser quand les utiliser et comment. Et cette petite formule induit la coopération. Je n'ai pas besoin d'une règle spécifique qui demande aux joueurs de coopérer, mais vous voyez bien que quand les armées barbares avancent et sont très supportées, si les joueurs ne coopèrent pas, c'est mort. Alors il y a deux façons de coopérer. Là, comme je vous ai dit, on multiplie par 2 le résultat, mais dans cet exemple-là, ce n'est pas encore gagné. Plus 7 et ici plus 3 fois 2, c'est pas évident. Mais Constance, ici, l'empereur rouge, il aurait pu, dans son tour, aller à Tarraconensis et enlever la révolte. Et du coup, l'armée barbare, elle aurait eu plus 1 seulement. Parce que ça l'aurait coupé de tous ses supports. Alors, les empereurs doivent à tout prix s'entraider pour couper les armées barbares de son support et pour appuyer les attaques. Et je pensais qu'avec ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour le jeu. Alors, j'ai travaillé avec les tests pour définir le mieux un peu les provinces, les liens. Et ça, c'était mon premier prototype. J'étais hyper fier. Euh, Vous voyez que, bon, avec mon programme de lecteur, c'est pas hyper réaliste comme carte, mais pour moi, ça allait très bien. Les joueurs sur Internet, sur Board Game Geek, ont commencé à dire que c'était un peu mou comme couleur, c'était un peu fade. Et voilà, avec Nestor Games, on a travaillé les contrastes, on a noirci la mer, et c'est ça qu'on a réussi à faire comme plateau qu'on a publié. Dans un premier temps, il n'y avait que les chiffres des provinces qu'il fallait suivre pour les barbares. Après, comme je vous ai dit, les joueurs ont demandé des flèches. On a rajouté des flèches ici. Ça, c'est l'édition Nestor Games, la première. Et pour arriver à une carte comme ça, qui a l'air pas mal avec des outils qui sont pas terribles, voici comment j'ai fait ça. Avec mon logiciel vectoriel, j'ai tracé les espaces, les régions. Après, j'ai mélangé ça avec une mer un peu plus turquoise, qui est dans la dernière édition de Draco.
J'ai mélangé ça avec une texture de papier. Et déjà, c'est un peu plus joli. Et sur ça, j'ai superposé la couche qui a toutes les cases, flèches, chiffres et noms. Et ça, c'est ce que j'ai donné à, aux gens de Draco qui sont en charge de la nouvelle édition du jeu. Et avec ça, l'artiste de Draco a fait quelque chose de plus professionnel, avec des provinces plus claires, les flèches sont plus claires aussi, les drapeaux où il y a les chiffres des régions sont aussi plus jolis, etc. Et ça, c'est les plateaux qui vont être publiés bientôt. Et avec ça, je vous ai raconté un peu l'histoire du jeu. J'ai presque rien dit sur les règles, mais je vous ai dit que je vous cherchais des règles simples. Et vous pouvez les voir ici. Ça, c'est le manuel. Bon, ça, c'est la dernière page, c'est le sommaire. Mais il y a tout ici, tous les ingrédients. Pour démarrer, il faut mettre une révolte dans chacune de ces régions. Et ça, vous le faites au hasard. Vous lancez les dés noirs dans chaque région et vous placez un disque noir. Et à partir de là, ça c'est toujours, à partir de là, vous choisissez la difficulté pour jouer. Alors ça, c'était une idée aussi que j'ai eue au départ. Quelques paramètres avec quelques valeurs seulement, mais qui donnent beaucoup de combinaisons. Le premier paramètre, combien de disques va utiliser chaque empereur. 5 pour les jeux faciles, 3 pour les jeux difficiles. Combien de flottes romaines vous allez utiliser? Il y en a 3 espaces maritimes. Vous pouvez utiliser 3 flottes, ça veut dire que vous avez des bateaux partout. 2 ou une seulement. Si c'est une, vous devrez la déplacer selon vos besoins. On peut ajouter des révoltes. On commence avec 6 toujours, mais vous pouvez rajouter une ou deux. Et on commence sans armée barbare, mais vous pouvez rajouter une ou deux au départ. Et avec ça, avec ces tableaux assez simples, vous pouvez créer 81 combinaisons. Une fois que vous avez choisi votre combinaison, vous placez les flottes romaines et Dioclétien commence la partie. Alors vous voyez que à Rome, il y a les symboles de la tétrarchie et si vous les suivez à l'essence horaire, ça c'est Dioclétien, Galère, Constance, Maximien. Vous savez les tours des jeux. J'ai, un objectif à moi, c'est éviter les livrets de règles pendant la partie au maximum. Alors comme ça, vous n'allez pas chercher à qui est le tour, c'est marqué sur Rome. Ça, c'est pour les dispositions initiales. Pour les règles, il y a une phase romaine pour chaque empereur et une phase barbare. Dioclétien commence et chaque empereur aura 6 points à dépenser. Et la façon de la dépenser, c'est assez simple. C'est déplacer dans le lien ici de la Syrie jusqu'à la Cappadocie, ça fait un point. Si le lien est brisé, ça fait 2 points. Et si la destination est en révolte, il faut rajouter encore un point. Vous pouvez aussi vous déplacer dans une région où il y a une flotte d'une province côtière à une autre. Vous pouvez déplacer la flotte à une autre région. Vous pouvez placer un disque à vous. Vous pouvez enlever une agitation par un point, une révolte par 2 points, ou transformer une révolte en agitation par un point. Attaquer une armée, je vous ai expliqué comment ça se passe. Et une fois que vous avez utilisé vos 6 points, ici on a un exemple de Dioclétien, il était dans sa capitale. Il s'est déplacé en utilisant la flotte jusqu'à la Macédoine, ça fait un point. Après, il voulait aller jusqu'à la Dalmatie. Comme le lien est brisé, ça fait 2 points. Et comme la Dalmatie est en révolte, ça fait plus 1, 3 points. Ça veut dire qu'il a fait 1, 2, 3. Il a dépensé, non pardon, 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire que pour aller de Bithynie à Dalmatie, il a dépensé 4 points. Il lui reste 2. Parce
parce qu'il y en a 6, qui peut utiliser par exemple, s'il voulait, à supprimer la révolte en Dalmatie. Ça aurait été son tour de jeu. Dans la phase barbare, on vérifie qu'il n'y a pas d'agitations qui peuvent être contaminées par une révolte. Si un empereur est sur une révolte, il quitte le plateau et il reviendra dans son prochain tour. Et après, on fait arriver la menace avec les jets de 2D. Si la province est protégée, il n'y a rien qui se passe. Si elle est vide, il y a une agitation. Si il y a une agitation, révolte. Si il y a une révolte, un soulèvement. Le soulèvement, il va propager la révolte autour et il va faire arriver une armée dans une frontière. C'est comme ça que les armées arrivent. Alors, du coup, il faut faire attention. Les plusieurs révoltes, les plus faciles, c'est d'avoir des soulèvements et ça fait arriver des armées qui, en marchant vers Rome, qui est la dernière partie de la phase, tous les barbares avancent vers Rome. En avançant vers Rome, ils vont rajouter des révoltes. Et voilà, ça fait une boucle un peu infernale qu'il faut couper à tout prix. Et les jeux ont été publiés en 2015 par Nestor Games. Ça, c'est l'édition qui était pas mal. Dans une trousse. Les plateaux sont imprimés sur un tapis de souris. Les pieds sont en plastique. Vous voyez les disques, les personnages. Les dés, c'est des dés standards que vous trouvez dans les commerces. Les flottes sont assez basiques. Vous voyez là. Et les jeux j'avais écrit une règle en français aussi qui était disponible sur leur site. Alors il y avait les règles en français pour cette édition-là. Au mois de janvier cette année de 2021, Nestor Games a annulé tous ses contrats de jeux avec plateau souple parce qu'il y a des problèmes des plateaux, il n'arrivait plus à en avoir. Et du coup, le jeu a été sans publication pendant quelques semaines jusqu'au moment où j'étais contacté par une boîte espagnole, Draco Ideas, qui fait des petits jeux de guerre et du coup ils ont adoré cette possibilité de publier Tetrarchia et ils ont fait une édition en boîte. C'est plus une trousse, c'est une édition en espagnol-anglais. Les plateaux et les provinces sont en latin. Alors du coup, le plateau il est indépendant de la langue, mais le livret des règles à l'intérieur de la boîte il y aura un livret espagnol, un livret anglais. Et la taille sera la même, ça fait à peu près A4. Ça se pliera en deux, du coup la boîte ça fera A5. Une boîte assez petite que vous pourrez emporter où vous voulez. Et les pièces seront toutes en bois. Et vous voyez que les flottes, c'est des vraies flottes. Ça va être, je pense, beaucoup plus cool que la version Nestor Games. Et aussi, ils sont tapés fort et ils ont voulu faire une édition spéciale par rapport à la première. Du coup, l'extension Dux est ajoutée dès le départ dans la boîte. Alors, l'extension Dux était très simple. Il a rajouté 3 personnages. En général, romains qui aidaient les empereurs, des pirates qui bloquaient une zone maritime et les goths qui l'armée gothique qui était une armée barbare un peu plus forte. Alors, ils l'ont rajouté dans la boîte de base, dans la nouvelle édition, et on a rajouté un personnage nouveau, les vicaires. C'était un gouverneur civil qui, voilà, c'est un nouveau personnage qui peut aider les empereurs et qui viendra dans la boîte. Il propose aussi en option un plateau 2 fois plus grand, un néoprène, on peut enrouler. La carte est du coup plus grande, il y a l'espace pour placer les réserves de disques autour. Ça c'est en option, mais c'est pas mal comme option. On a mis dans la boîte les scénarios historiques que j'avais écrits après la publication du jeu. C'est 4 scénarios historiques qui sont dans la boîte aussi. Et il y a 6 variantes qui permet de faire. C'est toujours mon idée de simplicité dans les jeux.
Alors, les jeux de base, c'est simple pour que les gens puissent y jouer très vite. Mais après, ceux qui aiment beaucoup, ils peuvent ajouter des petites variantes, soit à travers les personnages de l'expansion, soit à travers des façons de jouer un peu différentes. Là, il y en a celle-là, Mare Nostrum, elle permet de se déplacer un peu plus facilement sur la mer. Celle-là, Via Romana, elle permet de déplacer les disques sur les routes romaines. Il y en a une qui fait apparaître des usurpateurs dans des régions qui sont en révolte. Mais il y a surtout trois qui changent beaucoup les jeux. Imperium, ça rajoute des pouvoirs spéciaux à chaque empereur. C'est quelque chose que les gens aiment en général. Moi, pas trop, parce que j'aime pas que les joueurs doivent aller chercher. Attends, je suis Dioclétien, qu'est-ce que je pourrais faire? Toi, tu es Maximien, toi, tu peux faire ça. Mais voilà, il y a une variante qui le permet, et c'est à vous de choisir. Il y a une autre variante, Rome éternel, qui, qui force les joueurs en plus de gagner, il faut qu'ils gagnent d'une façon équilibrée, sinon la tétrarchie s'est prise. Et surtout une nouvelle variante, Barbaria, qui permet d'ajouter un joueur additionnel. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs avec les empereurs, mais on peut rajouter un cinquième joueur qui va manipuler les barbares et qui transforme un jeu coopératif en jeu coopératif compétitif. Tout ça, ça sera dans la petite boîte à 5. Et avec ça, je termine cette présentation. Alors, j'espère vous avoir transmis comment, avec des éléments simples, on peut arriver à faire un jeu qui a des vertus pour moi. Par exemple, un jeu qui est clair. Alors, si vous regardez bien ce que je viens de vous raconter sur les jeux, il y a trois actions qui sont hyper simples. Il y a une qui est, on se balade sur le plateau et on enlève des disques noirs. Une autre, on se balade sur le plateau et on place des disques colorés. Et une troisième, on se bat contre des armées qui se déplacent. Alors, ça fait que ça soit un peu moins simple parce qu'il faut bien calculer où sera l'armée au moment où on va l'attaquer. Mais c'est pas très compliqué en soi. Ce qui est subtil, c'est quand on met ces trois actions simples ensemble, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile de savoir où et quand placer les disques, ou quand on les enlève, et quand est-ce qu'on attaque les armées. Et c'est ça que je voulais. Un mélange subtil des actions simples. L'autre aspect de la clarté, c'est que tout se passe sur le plateau. Il n'y a pas de table à consulter, il n'y a pas de cartes à mémoriser. La victoire, il ne faut pas compter des points de victoire pour savoir si on gagne ou pas. La condition est claire. Il faut protéger les frontières. On regarde les plateaux, elles sont protégées ou elles ne sont pas protégées. Quand on perd, c'est pareil. Il ne faut pas compter combien de disques on a placés. Une fois qu'on n'a plus de disques, on a perdu. Ou si une armée barbare arrive à Rome. Il ne faut pas consulter une liste des conditions de défaite. Si vous voyez que l'armée entre en Rome, c'est fini. Et pour les combats, c'est pareil. Il n'y a rien à consulter. Vous lancez les dés, vous regardez s'il y a des disques autour et s'il y a des armées autour et c'est fini. Vous savez qui a gagné. Après, la clarté, il faut que ça soit variable pour que ça donne envie d'y rejouer. Je vous ai dit que déjà, avec l'idée de la table de difficulté, avec une table aussi petite, on avait déjà 81 combinaisons. Chaque combinaison, on peut la combiner avec les modules de l'expansion. Il y en a 4. Alors, 4 modules, vous pouvez les combiner de 16 fois différentes. Parce que soit vous utilisez aucun, soit un, soit deux, soit trois, soit les 4. Et chacune de ces combinaisons, vous pouvez la combiner avec les 6 variantes possibles, qui sont indépendantes. Alors, 6 variantes, vous pouvez les combiner
vous les utilisez de 64 façons différentes. Vous multipliez tout ça, vous corrigez par le fait que quand il y a trois flottes, on ne peut pas utiliser les pirates. Et le résultat final, c'est 69 120 combinaisons différentes. Alors, je ne vous demande pas de les jouer toutes, mais il ne s'agit pas de, tout simplement de jouer différemment la même chose. Parce que il y a des niveaux qui sont, il y a des combinaisons qui sont très différentes les unes des autres. Il y en a des pouvoirs spéciaux, il y a des supporters, il y a des joueurs barbares qui se rajoutent, voilà. Et vous pouvez même, avec ces règles aussi simples, créer des scénarios historiques, comme vous verrez déjà dans la boîte. Même vous pourriez simuler les guerres civiles qui ont suivi la tétrarchie. C'est quelque chose c'était trop de contenu déjà pour cette édition, mais c'est quelque chose que quand j'aurai le temps, j'essayerai de proposer des scénarios gratuits plus tard. Et un dernier point, du coup, les jeux éclairs, les jeux variables, mais il y a de la stratégie aussi. Et ça, c'est en grande partie parce que c'est un jeu historique. Du coup, tétrarchie, ça veut dire 4 empereurs. Et ça veut dire qu'on joue tout le temps avec les 4 empereurs. On ne peut pas dire, tiens, il y avait un qui n'était pas là. Et ça fait que les règles sont toujours les mêmes, soit un ou 4 joueurs. Et la profondeur est toujours la même. Dans d'autres jeux coopératifs, il y a toujours le problème du nombre de joueurs. Il y a des jeux qui sont bien pour 3 ou 4, mais quand on joue à 1 ou 2, c'est pas terrible, parce qu'on n'arrive pas à faire les choses qu'on veut. Quand on est 5 ou 6, on est trop. Ici, les parties sont toujours aussi riches, parce qu'il y a toujours les 4 empereurs qui se déplacent autour des armées qui essayent d'arriver sur Rome. Alors ça, c'est quelque chose qui facilite les jeux. Il n'y a pas de règles spéciales selon les noms des joueurs et qui arrive à garder toujours cette couche de stratégie pour les parties. Et voilà, ça c'est la dernière image. Pour ceux qui se posaient la question au départ, est-ce qu'on peut jouer avec l'histoire? Ça c'est l'Empire romain au début du 4e siècle. Voilà, c'est les vrais empires romains. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est les transformer en plateau de jeu. Ça, c'est les derniers plateaux de tétrarchie, de tétrarchia, euh, étirés pour rejoindre la carte de départ. Et j'espère que quand vous jouerez à ces jeux-là, bon, surtout, c'est clair, et j'espère que vous saurez que vous allez apprécier la partie, mais j'espère aussi que ça vous fera penser à la période et à ce que ces personnages ont vécu pour préserver l'Empire. Et voilà, c'est tout. Au revoir.